Aujourd'hui, nous parlons théâtre, cet art millénaire qui a traversé toutes les époques jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, justement, où le divertissement est omniprésent, où les séries en streaming prolifèrent et les one-man shows comiques captent davantage l'attention que le théâtre plus traditionnel qui lui demande de la patience, du temps et de l'imagination. Comment faire perdurer cet art ancestral? Nous en parlons avec notre invité Hassan El Jay, bonjour, Bonjour Nazdiane, et bonjour Rachid. notre fidèle Rachid, bonjour. Bonjour, cher ami, et toujours heureux et content d'être avec notre talentueux et brillant ami Hassan Jay. Tu es en forme? Tu n'as Ah bah, pas a eu de week-end? priori, oui, non, j'ai pas eu de week-end, mais j'ai eu un week-end quand même extraordinaire. J'ai pas eu le week-end du repos, mais j'ai eu un week-end lors d'une conférence TEDx. J'ai eu l'occasion de rencontrer des gens magnifiques, des jeunes, mais également des seniors. Voilà, donc toujours content de partager de la connaissance avec les autres. Quand j'étais enfant, je voyais la lumière de Dieu. Je voyais les anges. Je contemplais les mystères des mondes d'en haut et d'en bas. Parfois, je refusais de me nourrir pendant 40 jours à cause de l'amour brûlant que je ressentais pour le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque, je croyais que tous les hommes ressentaient la même chose. J'ai fini par comprendre que la plupart ne voyaient pas. Et Hassan, bonjour. Ça va, vous allez bien? Très bien, Parlez-nous de votre week-end. ravi Bon, de week-end famille, un petit peu de relecture de certaines notes, citations, justement en préparation de cet entretien. Bon. J'ai hâte. Du coup, on se tutoie, on se vous voit, parce que chaque Bah, on émission, se- c'est différent. Ouais, c'est selon l'humeur, on se tutoie. Alors, tutoyons-nous. Ça va être plus à la simple. bagnole. Hassan, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation, s'il te plaît? Eh bien, le théâtre, c'est un petit peu ma potion magique à moi. Je suis tombé dedans quand j'étais enfant. On va t'appeler Obélix. à partir de Ah, maintenant. ça pour le théâtre, je suis un Obélix concernant cet art. Et en fait, par la force des choses, parce que je pense que je me sentais différent déjà enfant et j'aimais capter l'attention, mais aussi j'aimais donner de la joie autour de moi. Donc faire rire, excentricité, humour, faire le pitre. Et donc tout ça a fait que il fallait trouver un lieu et un endroit aussi pour ça en dehors de... Parce que quand on aime quelque chose, on la veut tout le temps, n'est-ce pas? Mm. Hein, et donc ça a été les spectacles de fin d'année, au primaire, au collège, lycée, et puis les lectures, hein, diverses, variées. Je pense à la lecture qui a changé beaucoup de choses pour moi, c'était Cyrano de Bergerac. Ça a été... Je me remettrai jamais de Cyrano. C'est une œuvre que je porte au fond de moi-même tout le temps. Cyrano, qui est la virilité incarnée, poète en même temps, mais un chevalier capable de défendre la veuve et l'orphelin Ouais. grâce à l'épée. Et puis il y a eu aussi beaucoup d'autres, hein, mais surtout, je dirais, il y a eu Cyrano, il y a eu Hamlet, et peut-être le Misanthrope de Molière, Molière. parce que cette colère, cette rage aussi contre le monde et contre l'injustice qui sévit partout, c'est quelque chose qui m'a parlé aussi très tôt. Et donc après, il y a eu on va dire un parcours un petit peu plus classique. Je sais qu'à 18 ans, je devais faire du théâtre au moins à mi-temps. Mais bon, comme mon papa est décédé, paix à son âme à l'époque, je n'avais pas eu le courage en fait d'y aller. Et j'y suis revenu quelques années après, il m'a fallu un peu de temps. Et puis donc ça a été un lieu qui s'appelle le Lee Strasberg Theatre and Film Institute à New York. Et puis
le cours Florent à Paris. Et donc ensuite, je suis rentré au Maroc et j'ai essayé de donner vie à la vision que j'ai du théâtre et de ce qu'il peut apporter en fait. Pas seulement à moi-même, mais surtout aux autres, au cœur et aux âmes. Je pense que je suis quelqu'un par définition qui est en quête. Et le théâtre a toujours été, depuis sa création, en fait, un art qui parle à ceux qui désirent être renseignés sur eux-mêmes. Il ne faut pas oublier que le théâtre, c'était le théâtron, c'est le lieu duquel on voit. Et donc le théâtre, contrairement malheureusement à ce qu'il est devenu aujourd'hui, mais au-delà du Maroc, partout, le théâtre n'est pas le lieu des apparences, il est le lieu des apparitions. Ce qui est très différent. Et du coup, c'est un lieu pour la vérité, c'est un lieu pour la transcendance. Les Grecs venaient être renseignés sur leur religion, leur histoire et leur culture au théâtre. Et ensuite, il y a eu beaucoup évidemment d'approches, mais toujours cette notion, par exemple, de l'enfer, du purgatoire, puis du paradis, qui était mise en étage sur scène, installée dans les décors, etc. C'était un lieu vraiment de réappropriation pour l'homme de sa dimension universelle. Et donc, je sais que cette approche ou cette aspiration va un petit peu à l'encontre de l'utilisation moderne et actuelle de cet art, mais peu importe, quand on aime et qu'on a une conviction, j'estime qu'il faut aller au bout. Il faut chercher, essayer de parfaire, et donc c'est ce que j'essaie de faire au Maroc, de porter sur scène des œuvres qui font résonner les grandes vérités. Dans les cœurs des autres et peut-être même dans leur intellect et pour leur âme, pour leur cheminement personnel. Alors pour en avoir vu deux, effectivement vos pièces sont toujours très initiatiques, très spirituelles, très intellectuelles, j'ai envie de dire, mais la mise en scène très moderne, très épurée. Ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez toi. C'est voilà, avec une planche, un Hassan dessus et des 3 jeux de lumière, on voyage. Et un musicien talentueux, très important. talentueux. J'ai oublié son nom d'ailleurs. Il y en a deux. Il y a Sidi Haroun Teboul qui vit à Paris et Yahya Boussougou qui vit à Nice. Et qui sont amis d'ailleurs et qui se connaissent depuis 25 ans ou un peu plus. Et ce sont vraiment des grands musiciens, avant tout soufis. Ils ont partagé un chemin initiatique dans la tariqa Mevlevi, qui a été fondée, je le rappelle, par Jalal-Din Rumi. Et ils sont, ce sont des frères, pour moi déjà, et ils sont, comme tu l'as si bien dit, sont très talentueux, très sensibles. Et puis, la façon dont on travaille, c'est qu'on ne cale rien de manière définitive. Il faut qu'en fonction de... On appelle ça le hal en arabe, en fonction de l'état du moment, et du mien et du sien, en fonction du public qu'il y a, de l'énergie dans l'atmosphère, etc. Les improvisations musicales vont suivre aussi des improvisations dans l'interprétation, le jeu de l'acteur. Donc en fait, vous n'êtes pas dans une logique d'imitation morte et stérile, mais dans une logique organique, vivante, où Toujours. il y a une marge pas d'interprétation, mais une marge de liberté par rapport au... Une marge de régénération. Parce que le théâtre, c'est le père des arts, c'est l'art vivant par excellence. Et du coup, il y a d'ailleurs des personnes, c'est ce qui, je pense, le révèle le mieux. Il y a des personnes qui sont venues voir Soufi Mon Amour 4-5 fois. Et à chaque fois, c'est une Pourquoi ? découverte. Parce qu'ils me disent, mais écoute, c'est incroyable, on connaît l'histoire, on sait où ça va. Mais à chaque fois, il y a des choses qu'on redécouvre, il y a des choses qui nous étonnent. Alors qu'on connaît l'histoire in fine. Et pourtant, pourquoi ? Parce que la musique n'est jamais la même, au même moment. Même s'il y a des morceaux que j'aime ou que Sidi Haroun va aimer, ils peuvent peut-être surgir à un autre instant du spectacle. Parce qu'il va sentir que c'est plus juste. En fait, c'est un dialogue des âmes, davantage qu'un dialogue des cerveaux qui connaissent par cœur le scénario. Exactement. Et il y a cette partie où Romy perd Shams, en fait. Et il sort, il le cherche et il comprend qu'il l'a perdu. Parce qu'il devait s'en aller, c'était
c'était écrit, hein, le maître devait laisser le disciple faire son chemin et au final, d'une certaine manière, le surpasser. Et quand Rumi le découvre, il crie. Mais à ce moment-là, je narre cette chose, hein, j'en parle. Et il y a eu un soir, c'était très beau, et Yahya a fait un cri, un chant comme ça, avec des cris. Et c'était pas du tout prévu, je ne le savais pas, personne ne le savait, mais c'était c'était organique, c'était saisissant vraiment. Et c'est ça la beauté un peu de notre, on va dire, de notre approche. D'ailleurs, c'est intéressant de voir parce que effectivement, on parle du théâtre, pardon, je pensais à la philosophie. On parle du théâtre grec, bien qu'il y ait eu et qu'il y a encore d'autres théâtres, chinois, japonais, avec une autre modalité, une autre esthétique, une autre approche, mais probablement les mêmes finalités, j'imagine. Et qu'il y a un concept qui décrit exactement ce dont vient de parler Hassan, qui a été théorisé par les Grecs, ce qu'on appelle la mimésis. Alors littéralement, ça veut dire imitation, mais en réalité, si on la traduit contextuellement, ça veut dire simulation. C'est-à-dire qu'on a des acteurs qui ne se contentent pas d'imiter le personnage qu'ils veulent transmettre aux autres, mais quelque part, ils se confondent avec le personnage et c'est une simulation qu'ils font à travers le personnage. D'où le fait que Platon avait un regard assez dur par rapport à la poésie et au théâtre, parce qu'il considérait que quand un acteur établit une mimésis avec le personnage qu'il est censé représenter, si le personnage est odieux dans la pièce, il peut infecter l'acteur qui le joue. D'où le fait qu'il voulait littéralement interdire de jouer tout personnage odieux et qu'il ne fallait interpréter que des personnages vertueux. Et que cette infection, cette pollution de l'âme peut toucher également les spectateurs qui peuvent entrer en simulation avec le personnage odieux qui est décrit. Donc effectivement, c'est un dialogue des âmes qui va au-delà des mots qui sont narrés par les acteurs, etc. Et quelque part, le risque, c'est que, comme dit Platon, que le masque, parce que la persona, il jouait le théâtre avec des masques également, avec différentes émotions. Et Platon dit qu'il peut coller au visage et ne plus jamais s'enlever. Et donc habiter la personne qui le joue. Donc, pour le coup, vous avez joué Je l'ai dévoré, c'est bien. Oui, mais c'est bien dit, c'est tout à fait vrai, parce que à tel point que, et je le dis souvent à mes élèves, parce que je donne des cours de théâtre aussi, et je leur dis toujours, il faut faire attention avec le masque. C'est parce qu'au bout d'un moment, à trop vouloir le porter, et à trop se complaire dans ce rôle, on finit par oublier ce qu'il y avait derrière le masque. Ouais. Et c'est le danger ultime. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans la civilisation musulmane, le théâtre, justement, n'a pas pris. Je dis bien, c'est une des raisons. Il y en a une autre qui est très intéressante aussi, qui est cette fonction démiurgique du dramaturge. Ouais. Qui est qu'il écrit, en fait, il invente tout un monde de lui-même. Et en plus, il lui donne vie. Personnages, décors, costumes, etc. Et ça a posé... Et il crée des émotions auprès des spectateurs. C'est-à-dire que c'est un démiurge, même en termes... complètement. En conséquence, il y a un univers qui se crée, qui est énorme. D'ailleurs, je tiens à rappeler que ce que nous voyons aujourd'hui n'est que on va dire, une accélération et une amplification des effets néfastes de toutes ces choses-là. Quand on parle du Marvel Cinematic Universe, c'est exactement ça. Mais pour un Platon ou pour des grands philosophes de ce calibre, c'est une déviation totale. Tout à fait. Et d'ailleurs, pour revenir, parce que j'ai parlé du théâtre japonais-chinois, alors le théâtre dans sa forme grecque n'a effectivement pas pris dans le monde musulman, mais on a développé notre propre approche à travers notamment le halqa, des contes, et les gens, c'est du théâtre, mais des fois c'est une personne qui joue plusieurs rôles, mais ça produit le même effet, ça crée des émotions, les gens ont peur, ils sont angoissés, ils sont heureux, et même au Moyen-Orient, en Iran, il y a jusqu'à aujourd'hui des conteurs, des gens qui vont lire le Shahnameh dans les cafés, dans les restaurants, les gens leur donnent de l'argent, mais leur manière de narrer n'est pas une manière linéaire, ennuyeuse. C'est-à-dire qu'ils mettent de l'émotion dans les mots qu'ils prononcent en fonction des différents passages, qui permet premièrement d'entretenir une mythologie ancestrale, millénaire dans le cas de l'Iran, mais qui permet également d'aboutir et d'atteindre les mêmes objectifs que le théâtre grec ou chinois ou japonais. Exactement. Et d'ailleurs, dans un minimalisme qui effectivement est plus sain, parce que certains auteurs ont parlé, justement pour éviter ce danger qui avait été énoncé par Platon, c'est que si je vois que ce comédien ou ce conteur joue à la fois le bon et le méchant, et qu'à la fin, la vérité triomphe, il n'y a pas, entre guillemets,
d'infection. Tout à fait, parce qu'il y a une forme de nuance qui est créée entre les deux. Voilà. Et d'ailleurs, j'irais même, enfin, Platon, il a son opinion, mais même le fait d'incarner un personnage odieux, avec d'autres personnages qui ne le sont pas, peut avoir un rôle thérapeutique. Et là, c'est le deuxième grand concept, j'ai parlé de la mimésis, c'est la catharsis. C'est-à-dire, ce qui veut dire purification. Oui. C'est que quelque part, on porte tous en nous ce que Jung appelle l'ombre, une forme d'archétype qui est ce qu'il y a de pire en nous. Et que quelque part, on refuse d'intégrer. Et d'ailleurs, quand quelqu'un déteste un autre avec frénésie, avec folie par rapport à un défaut donné, c'est que quelque part, ce défaut, il est en lui, mais il ne veut tellement pas le voir qu'il le projette sur l'autre, de manière hypertrophiée. Et que le théâtre, notamment la tragédie grecque, en donnant vie à des personnages dans une synergie, un scénario qui est dramatique, comme Oedipe, qui finit par tuer son père, couche avec sa mère, puis il se crève les yeux, etc. Quelque part, il interpelle ce même drame que l'on aurait pu vivre et que grâce aux acteurs, on n'a pas eu à vivre dans notre chair, mais qu'on a vécu par procuration avec les autres. Et quelque part, ça permet de purger cette ombre. Quelque part, elle sort. Oui. Donc le fait que les gens, en voyant le mal combattre le bien, ou le mal triompher, ou une tragédie où, en fait, le héros meurt à la fin, quelque part, ça les purifie de cela, au lieu de le vivre eux-mêmes. Parce qu'ils se disent, premièrement, ça aurait pu m'arriver à moi. Et puis, deuxièmement, quelque part, j'ai vécu l'émotion comme si je l'ai fait, mais je ne l'ai pas fait. Donc, je me suis libéré de ce fantasme noir, quelque part. Mais là encore, même si on revient à la tradition grecque, le souci qu'il y a, c'est que avant, il y avait toujours la notion d'initiation. Oui. Toujours. Et ça, j'ai pu le vérifier, qu'on aille chez Eurydipe, ou qu'on aille vraiment dans tout... Sophocle, peu importe. On retrouve cette chose. Il y a les 7 stations. Il y a l'initiation. Il y a tout un tas de, on va dire, de références qui, d'ailleurs, transcendent le monde et la culture grecque. D'ailleurs, il y a l'énigme qui est posée par le Sphinx à Oedipe. Oui, à Oedipe. Ouais. Mais il y a aussi, on retrouve chez l'Attar, les 7 stations de l'amour. Et Jalaluddin Rumi parle de ça. Il dit, mon mentor, mon maître, l'Attar, a parcouru les 7 cités de l'amour. Il y a d'ailleurs une universalité du chiffre 7 qu'on trouve dans plusieurs traditions. Voilà, et à partir même de la Fatiha dans notre civilisation, etc. Ouais. Et on tire beaucoup de choses de ce chiffre. Mais tout ça pour dire qu'il y avait des bases qui étaient évidemment... d'abord, les arts et métiers n'étaient pas séparés comme ils le sont aujourd'hui. Ça, c'est une conception spécifiquement moderne. Et je trouve que l'appauvrissement vient aussi de là. C'est qu'avant, vous aviez un poète qui était aussi médecin et qui, à ses heures perdues, faisait ébéniste. D'ailleurs, les Iraniens ont beaucoup, parce qu'ils nous ont précédés, on va dire, dans cette réutilisation du théâtre. Ils ont un théâtre d'ombre qui est magnifique. Ils ont, en termes d'interprétation de décor, ils ont fait des choses vraiment remarquables. Et eux, ils avaient, par exemple, il y a 40, 50, 60 ans, ils avaient encore des gens comme ça, qui ne séparaient pas. Et le souci aujourd'hui, c'est qu'à trop être spécialisé dans une petite chose, finalement, l'âme n'a plus tant de sources desquelles puiser, se nourrir. Et donc, par conséquence, si moi, mon âme ne peut pas... être nourri, qu'est-ce que j'ai à donner aux autres, qu'est-ce que je peux apporter aux autres, in fine. Tout à fait. Donc, l'idée avec cette approche théâtrale, c'est aussi... Je rajouterais un objectif pour moi, c'est que, à mon sens, la civilisation musulmane, évidemment, je généralise pour aller vite, mais c'est quelque chose que j'ai quand même vérifié. La civilisation musulmane, on n'a pas su réutiliser des armes et des outils que, notamment le XXe siècle, a produit et poussé. Je pense notamment au cinéma, même aux dessins animés. Et évidemment au théâtre, qui est l'art que je pratique et que j'aime de tout mon cœur et que je préfère d'ailleurs au cinéma. Parce qu'on perd dans le cinéma l'urgence de l'instant présent. Vous dites que dans le théâtre, il y a une forme d'urgence qu'on ne trouve pas au niveau du cinéma. Qu'est-ce que vous entendez par urgence ? Eh bien, au théâtre, c'est une notion d'ailleurs qu'on retrouve beaucoup chez les soufis. Shams disait une chose, il disait, Shams Din Tabrizi, qui était le maître de Rumi,
Il disait une chose, il disait je n'ai jamais reçu toutes sortes d'ingratitude des autres sans recevoir en même temps. Il faut le prendre au Donc sens c'est contenu littéral, dans... les consolations d'Allah. Pourquoi ? Car je reste toujours présent, à maintenant et à Dieu. Car l'être humain, lorsqu'il lui arrive quelque chose, il s'accroche trop à peut-être cette colère, ce mot, cette situation. Il oublie de prendre tout ce que Allah prodigue en même temps. Et il y a, et bien sûr, on connaît tous le fameux adage soufi qui est que le soufi est le fils de l'instant présent. Et donc, au théâtre, il y a cette chose extraordinaire que c'est maintenant. C'est maintenant que tout se passe. C'est-à-dire que c'est contemporain avec les spectateurs. C'est non vivant, seulement, et alors il est intégré dans le spectacle, dans un film, vous n'aurez jamais, par exemple, je dis n'importe quoi, dans les anciennes pièces de théâtre, vous aviez le faux morceau de viande, vous savez qui mangeait, mais en fonction du lieu où se trouvait l'acteur, il va avoir un reflet différent. Les choses ont une odeur. Quand il y a la lumière qui sort avec la fumée des fois, quand il y a les choses... Vous n'aurez jamais ça au cinéma. Au cinéma, le reflet sur ce morceau de viande sera toujours le même. Il est figé. Alors qu'au théâtre, vous pouvez revenir voir la pièce. Comme je parlais des gens qui sont venus voir Sophie Mon Amour, parce que en fait... Et à chaque fois, elle est différente. La prestation est Tout est différente, différent. même si on parle de la même pièce. En fait. Tout est différent. En réalité, jusqu'au moindre détail. Si quelqu'un me fouette et que je joue Souleymane l'ivrogne, ma chute, même si c'est la même techniquement, elle ne peut pas être pareille. On revient à Héraclite, on ne se baigne jamais deux fois dans la même rivière. En fait, on ne voit jamais deux fois la même pièce, même si c'est la même littéralement. Exactement. Et ça, c'est la beauté, finalement, de tout ce qui est organique et tout ce qui relève de l'instant présent. C'est comme le principe de l'hadra. Il y a beaucoup de chouyours, c'est très intéressant, qui disaient c'est criminel d'enregistrer une hadra Sophia en vérité. Car si vous pouvez réécouter un moment indéfiniment, qu'est-ce qui reste de Baraka ? Vous l'emprisonnez au fait. On l'emprisonne. Et en fait, là, on parle à un niveau purement spirituel. Mais ce que je veux dire, c'est que à tous les niveaux d'expérience, le théâtre offre une fraîcheur, une vérité renouvelée à chaque pas. Et ça me rappelle d'ailleurs la parabole, je finis là-dessus, sur un homme qui était en Irak un jour dans un village, et puis à son ami d'enfance, c'est un maître soufi en fait. Alors il avance et puis il met un pied devant l'autre comme ça. Et il est dans une espèce de joie, de béatitude énorme. Et son ami d'enfance, il vient et lui dit, mais enfin, mais qu'est-ce que tu fais ? Toute la journée, tu passes ta vie à marcher comme ça, avec ce regard béat. Tu n'as fait ni femme, ni enfant, ni maison. Qu'est-ce que tu as construit ? Qu'est-ce que tu as préparé pour l'au-delà ? Aujourd'hui, on dira que c'est un loser. Exactement. Et il lui répond, ce que je prépare, il lui dit, vous, tout ce que vous faites, vous dites, je le prépare pour l'au-delà. Sans parler des comptes que vous faites par rapport à tout ça, à cette dynamique. Il lui dit, moi, je suis déjà dans l'au-delà. Car l'au-delà n'est autre que le présent régénéré à chaque souffle. C'est magnifique. Et j'adore. Et pour moi, si j'avais une parabole soufie à donner au théâtre, ce serait ça. C'est bon, je pourrais parler de ça des heures, mais... et donc, je disais aussi, ce que je voulais rajouter, Rachid, c'est que il me semble malheureux que les musulmans n'aient pas compris, je généralise encore une fois, qu'il fallait réutiliser les armes que les siècles, nous avons bien pris des Grecs pour bien d'autres choses, la médecine, la philosophie, etc., l'astronomie. Eh bien, on aurait dû réutiliser le théâtre. Je voulais te relancer là-dessus, justement. Parce que tu prends à merveille les codes théâtraux occidentaux, donc comme on a dit, qui sont apparus en Occident et dans l'Antiquité européenne, que tu as su remettre au goût du jour avec des thèmes qui sont toujours très dans la tradition, la spiritualité. Et en fait, c'est un peu comme Jean de La Fontaine quand il reprenait à son compte les fables de Kalila Wadimna, oui, qu'il avait pris donc à la tradition musulmane, qui elle-même avait pris aux Indiens. Donc en fait, est-ce qu'aujourd'hui on peut faire des va-et-vient comme ça entre les différentes cultures pour réhabiliter des thèmes qui, on va le dire, n'ont plus cours dans nos sociétés ? Il faut, à mon sens, il faut le faire parce que aujourd'hui, à mon avis, les musulmans n'ont pas d'offre réellement fidèle à leur histoire, à leur identité spirituelle
est suffisamment attractive pour la jeunesse pour avoir cet appétit, cette soif de se connaître et se redécouvrir. Or, il faut utiliser les armes qui existent à l'époque où on vit. Oui. Moi, je suis un homme de théâtre, mais je pose une question. Nous sommes en 2022. Pourquoi, et Dieu sait qu'il y a plusieurs pays dans le monde musulman qui ont ces moyens, faire un film, on va dire, de la qualité d'un Pixar ou d'un bon Walt Disney, c'est grosso modo 80 à 100 millions de dollars. Comment se fait-il qu'en 2022, il n'y ait jamais eu de production à cette échelle pour parler d'un grand personnage de la civilisation musulmane sur lequel tous les musulmans peuvent tomber d'accord, et il n'y en a pas qu'un, il n'y en a pas que 20 ou que 30, il y en a bien plus, des grands personnages, que ce soit parmi les compagnons, que ce soit du prophète, que ce soit parmi les saints, hommes ou femmes, on en a, mais vraiment une liste qui n'en finit pas. Et ça fait partie des choses, donc évidemment, tu parlais on va dire, du minimalisme qui existe dans mes pièces, on fait avec les moyens qu'on a. Et on avait discuté avec Rachid du fait que la contrainte, en fait, elle poussait à être créatif, à la créativité. Exactement, c'est le mot que je cherchais. Et donc, en fait, je me suis dit, j'ai pas les moyens de la comédie française. Parce que quand on voit aujourd'hui, quand ils montent un Cyrano ou qu'ils montent les Fourberies de Scapin, c'est absolument magnifique ce qu'ils font. Concrètement, et même au niveau de l'interprétation, c'est des professionnels. Mais je n'ai pas ces moyens-là, donc comment je fais ? Et du coup, ça donne des très belles choses, parce que c'est un peu comme la force du roman sur le film. Il laisse toute la place à l'imagination. Et en fait, tout le secret de mon approche, je finis là-dessus, c'est que, en fait, je pousse le spectateur à aller puiser dans sa créativité pour épouser mon approche. Et en fait, accoucher quelque chose dans le moment qui ne peut pas être copié. Et qui est propre Exactement. à la personne qui regarde. Mais en même temps, c'est la force du théâtre, et en même temps, sa limite dans le monde contemporain. Je dis pas que c'est une limite structurelle ou inhérente au théâtre. Oui, je comprends. C'est qu'en fait, le théâtre est en concurrence de fait avec le cinéma, c'est-à-dire qu'on le veut ou non. Et que le cinéma s'inscrit dans une démarche de passivité, où le spectateur est passif, car il n'est pas contemporain de l'œuvre qui se réalise comme au théâtre. Il n'a pas besoin de se déplacer. Tout à fait. Il y a les effets spéciaux, il y a les fonds que le cinéma peut mobiliser, et qui fait un peu dans une forme de barbarie, pour parler comme Baricot, c'est-à-dire une barbarie étincelante, manichéenne, vulgaire, mais qui plaît aux gens, et qui n'ont pas envie d'un truc intellectuel ou trop poussé, ou initiatique ou autre chose. Par contre, l'avantage du théâtre, c'est qu'effectivement, on peut atteindre les objectifs du théâtre avec un budget minimal, car effectivement, les effets spéciaux sont rudimentaires. On parlait du bout de viande qui peut être en carton, je veux dire, s'il est bien décoré, etc. Même pour la déco, c'est une déco mobile qui peut être faite en contreplaqué. Ça peut être un voilage avec des ombres, des jeux de lumière. Et aujourd'hui, même avec un projecteur, on peut projeter une image mobile. Il y a beaucoup de moyens d'innover à faible coût. Reste la question des acteurs. Donc il faut avoir une troupe de gens talentueux, de gens prêts à s'investir. Mais peut-on vivre aujourd'hui du théâtre ? Parce qu'effectivement, ça demande beaucoup de temps. On peut vivre du cinéma, même au Maroc. Difficilement pour certains, bien pour d'autres, comme un peu partout dans le monde. Mais peut-on vivre du théâtre au Maroc ? Que du théâtre ? Très honnêtement... Comme les écrivains. Il n'y a pas un écrivain qui peut vivre de l'écriture au Maroc. C'est impossible, il faut avoir un métier à côté. Très honnêtement, si vous êtes structuré en troupe au Maroc, ça me paraît difficile. Il faut entretenir. Une des raisons pour lesquelles, on ne va pas mentir, une des contraintes, ça a été, au-delà du budget, donc pour les décors ou pour les moyens, etc., de la pure production, il y a aussi le fait que, au Maroc, et ça je l'ai vu, les publics, pourtant, on ne peut pas me reprocher de ne pas m'être régénéré dans ni mon approche, ni ma mise en scène. Je fais toujours évoluer les choses et je rajoute toujours des éléments. Au début, j'étais en solo, puis il y a eu la musique. Après, j'ai commencé à chanter. Après, j'ai ramené des gens qui faisaient du sama'. D'ailleurs, c'était une première mondiale. On n'avait jamais allié le mapping vidéo, le sama', chant quand même, qui est sacré en terre d'islam, mais beaucoup au Maroc, c'est énormément pratiqué. Et le théâtre, qui pour les musulmans est un art profane à 2000%. Et en fait, j'étais avec un des grands maîtres de sama' du Maroc, le Hajj Mohamed Azdine, qui
Et on a fait ça, et vraiment, je peux vous dire que j'ai passé des jours et des jours à chercher, ni au Pakistan, ni en Inde, ça n'avait jamais été fait. Et pourtant, on a fait des communiqués, et pourtant, j'ai vu que depuis à peu près 7-8 ans, le public, pour des œuvres spirituelles, soufis, mais toujours, encore une fois, très attractives, de par la mise en scène, ça a tendance à s'amoindrir. Mais en même temps, il y a une soif, c'est-à-dire on sent que dans le monde musulman globalement, pas uniquement au Maroc, il y a un début de perte de sens du fait de la modernisation qui fait éclater les valeurs, les structures, et que les gens cherchent à retrouver une forme de spiritualité, peut-être pas forcément dans un cadre religieux orthodoxe rigoureux, mais une forme de lien direct avec le divin, d'où le fait que, par exemple, Sophie Mon Amour, je parle du livre, a connu un succès phénoménal. Alors, dans le monde occidental, oui, mais également dans le monde francophone musulman. Donc, il y a... Mais bon, là, on va entrer également dans une stratification sociale, parce qu'on parle de gens relativement aisés, un peu en partant de la classe moyenne vers la bourgeoisie, qui sont plutôt l'essentiel du public de ce type d'écriture et de livres. En est-il de même pour le théâtre ? C'est-à-dire, y a-t-il également une forme de tri qui se fait pour produire un public qui est celui du théâtre au Maroc ? Ou est-il démocratique ? Où effectivement, il y a un peu de gens de différentes classes économiques et sociales. Et puis, la deuxième question, je la laisserai pour plus tard. Je pense que ça dépend vraiment de l'époque. Ce qu'on voyait il y a 10-15 ans, ou il y a même 6-7 ans, n'est plus ce qu'on voit aujourd'hui. Asdine en parlait par rapport à... Je vais dire quelque chose qui risque de vous étonner. Les gens sont de plus en plus paresseux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai même des gens qui me disent « Bon, mais écoute, ta pièce, c'est quand que tu vas la mettre sur Netflix ou que tu vas la mettre sur un SVOD comme ça ?» Ils pourront zapper, ils pourront... Voilà. C'est-à-dire que Asdine, tu m'en parlais la dernière fois, tu me disais... Ça. Moi, je surveillais la salle quand il surveillait, il me dit au bout de 40 minutes, à peu près, les gens, ils n'en pouvaient plus parce qu'ils sortaient les portables. Et je peux te garantir, Rachid, quand j'ai commencé en 2015... J'ai fait, et ça, je m'en souviens comme si c'était hier, j'ai joué cette pièce, c'était une version longue, j'avais le livre en main, j'ai joué 1h52 minutes tout seul à la Villa des Arts. Il y avait 80 sièges, place assise, il y avait 110 personnes. Personne n'a bougé. Et les gens, tout le monde pleurait à la fin, parce qu'en plus, à l'époque, j'avais intégré le deuil de Rumi. Et c'était très dur, hein, c'était bon. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, on sent que les gens n'ont plus la même patience, quelle que soit leur classe ou leur background. Ils sont de plus en plus paresseux. Après, pour ce qui est de la démocratisation, je dirais qu'il y a un souci, ça risque d'en fâcher certains. Au sein de notre élite, trop de gens ne veulent pas que la plupart des personnes de notre population aient accès à ces travaux. Donc ils veulent garder une forme d'entre-soi. J'ai été peut-être la première personne à enregistrer mon spectacle entièrement en 4K, avec 4 caméras, au Théâtre National Mohamed V, avec le fameux vidéomapping et le groupe de Sama. C'était un très beau spectacle, en 2018, donc ça fait déjà 4 ans. J'ai proposé aux chaînes télé d'acheter la vidéo en one shot, sans royalties, et de la diffuser, sadaqa jariya, de la diffuser tant qu'ils voulaient. Tant qu'ils voulaient. Bon, le droit de la propriété Par contre, intellectuelle saute, là. Et ils ont dit non, bien entendu. S'il n'y a pas eu de réponse. Par contre, un one-man show totalement débile, ils achètent, pas de problème. Et voilà où est le souci. Le souci, c'est qu'aujourd'hui... Alors qu'il y a des budgets. Quand on voit durant le mois de Ramadan, il y a des budgets colossaux qui sont dépensés par les chaînes TV pour acheter des spectacles, entre guillemets. Pas tous, mais on va pas être injuste. Mais il y a de la place. Je veux dire, pour une œuvre magnifique comme celle-là. Évidemment. J'ai même fait plusieurs appels parce que alors on m'a reproché à une époque, oui, pourquoi tu le fais pas en arabe ? Je leur ai dit, moi, je peux jouer en arabe. Il y a pas de problème. Mais que quelqu'un vienne et parce que la traduction du livre en arabe est trop littéraire. D'accord. Tu sais, pour le théâtre, il faut des verbes d'action, il faut des formulations. Et j'ai dit, moi, je n'ai pas le niveau de le faire, et je n'ai même pas le niveau parce que, en fait, Sophie Mon Amour, ma version, il y a énorme, mais peut-être la moitié, je l'ai écrite moi-même de mon adaptation. Donc, il faut adapter, et j'ai dit, je n'ai pas les armes dans la langue arabe pour le faire moi-même. C'est pas un problème, ils peuvent trouver un traducteur, un expert. Eh bien, je suis désolé de te contredire.
Va chercher des Taïb El-Elch aujourd'hui, Allah yarhamou. Non, mais pas forcément quelqu'un qui va travailler de manière brillante, de manière autonome, mais s'il y a un traducteur expert dans le monde du cinéma qui traduit des scénarios, qui a l'habitude de le faire, s'il le fait alors que tu es à côté de lui, pour l'accompagner également, pour lui dire là, j'aurais préféré cette formule, ça pourrait se faire. Alors, moi j'ai envie de vous relancer sur est-ce qu'on a eu la même discussion la dernière fois avec Mohsin Bsri, est-ce qu'on n'a pas compris l'utilité du théâtre comme outil de soft power pour rayonner à l'international au Maroc? L'un ou l'autre, Rachid ou Hassan, Non, mais qui a envie de- Je pense que je suis même pas sûr qu'il faille parler de Maroc ou pas, si je peux me permettre. Je pense qu'on a aussi des choses qui nous lient avec nos frères et sœurs musulmans et au-delà, nos frères et sœurs en humanité, au-delà. Et moi, je sais que parmi les plus belles choses qu'on m'ait dites, comme retour à la fin de mes spectacles, c'était des chrétiens et des athées qui me les ont dites. Et C'est je intéressant, juste un petit je- point. Vous avez dit que quand médite, on peut la lire le langage des Ouais. oiseaux. Ouais. Quand médite Ouais. et quand médite, Et qu'on les médite, deux collent c'est- parfaitement au c'est pas- contexte. Tout à fait, c'est très bien vu. Et en fait, il y a une personne à laquelle je pense au Maroc et plusieurs autres, notamment aux États-Unis. C'est que en fait, il y a, je pense, il y a tellement de belles choses à puiser dans l'héritage spirituel et culturel musulman pour l'humanité qu'en fait, je trouve que c'est un don et une générosité qu'on s'enlève à travers ces soft power. Parce que il faut quand même dire une chose. Le cinéma est plus simple aujourd'hui. Le spectacle, on va dire, de stand-up, one-man show est plus simple. Les choses que je vais faire, par exemple, j'ai des élèves et ils le savent. Je leur dis toujours la répétition, parce que là encore, on est dans l'initiation. Tu parlais du mimétisme. Il faut mimer le maître pendant combien de temps avant de pouvoir proférer la parole? Il faut d'abord mimer. Et c'est comme Ravi Shankar, ça me rappelle ce magnifique documentaire qui s'appelle Raga, que les gens devraient voir. Il montre son maître, qui est un maître... alors nous, on se dit Ravi Shankar, bon, c'est le top. Lui, c'est un maître en sitar. Et il dit, mon maître, il rentre chez lui, il lui embrasse les pieds, et il dit, mon maître, c'est un expert sur 40 instruments. Et il dit, j'ai attendu 3 ans avant de pouvoir prendre l'instrument dans mes mains. Je parle pas de jouer, hein, de le prendre, savoir le réparer, savoir le frotter, hein, le entretenir. Et en fait, le problème aussi, je parlais de l'impatience. Il faudrait simplement que les gens apprennent la douceur et la satisfaction de l'effort, parce que même le soft power, c'est quelque chose qui doit s'entretenir, se cultiver et en fait être nourri tous les jours. Bah, c'est là tout le problème du soft power, c'est que si on veut faire d'un art, qu'il s'agisse du théâtre, de la poésie ou tout ce qu'on veut, un soft power, et ben il faut l'intégrer dans le format du soft power, c'est-à-dire le format dominant. Le format de la consommation, du consumérisme, du manque de patience. On le voit même sur YouTube. Il faut faire des vidéos de 3 minutes maintenant, sinon on perd les gens au bout de 10 minutes. Et malheureusement, on va perdre toute la magie de ce qu'on veut partager dans une optique politique ou géopolitique. Donc peut-être que l'idée de... Plutôt que d'en faire un instrument soft power, peut-être que le cinéma se prête davantage à cela, notamment pas les films, mais peut-être les séries, etc. Par sa nature même, en fait, et son fonctionnement interne. Et la dimension de l'image et le pouvoir de l'image. Et que peut-être il vaudrait l'utiliser, plutôt le théâtre, à des fins thérapeutiques, mais une forme de traitement collectif de la population par la catharsis, c'est-à-dire la purification de toute la négativité qu'on porte en nous. Et Dieu sait combien on en porte au Maroc aujourd'hui, où les gens absorbent une négativité qu'ils n'arrivent pas à faire ressortir, sinon par de la violence symbolique ou verbale ou physique. Et que peut-être que l'une des manières d'apprendre aux gens la patience du théâtre, c'est de la commencer dès l'école, mais de manière méthodique, pas uniquement la fête de la fin d'année, etc. D'avoir un cours de théâtre intégré dès le primaire, peut-être même au niveau du comment on appelle ça, le préscolaire. Voilà, et d'en faire un moyen de produire un citoyen équilibré, avec une âme en paix avec elle-même, capable d'aimer les autres, capable d'empathie, qui connaît le spectre des différentes émotions, qui connaît qui l'a connu dans sa chair et pas de manière théorique également. Et qui peut laisser l'autre d'ailleurs entrer en soi, c'est exactement. l'écoute. Et de jouer différents rôles. Au Maroc. Et donc là, peut-être que ça permettrait de former un citoyen équilibré si on commence dès l'école avec un cours de théâtre toute l'année, noté avec un coefficient important et pas avec un truc marginal. Alors ça fait partie des combats que j'essaie de mener. Ce que j'ai trouvé, pour te donner juste un retour rapide sur expérience, c'est que
à ce sujet, la plupart des établissements, maintenant, ils ont des professeurs de théâtre avec des cours prodigués, mais c'est un problème de qualification. Et c'est un problème en plus de référentiel. Aujourd'hui, un professeur qui vient d'une petite ville de France et qui va essayer d'apprendre du théâtre à des jeunes Marocains de Casablanca, il y a déjà un problème de référentiel parce que de base. Et si en plus, linguistique, et si en plus ce fameux professeur n'est pas passionné, qu'il ne connaît pas l'histoire du théâtre, toutes ces, on va dire, ces ramifications, ces styles et ces approches, il faut former des gens localement, des Marocains. Il faut également encourager, parce que je rappelle une chose, c'est que quand en terminale, on a tous eu des œuvres à étudier. Je veux dire, Molière, Voltaire, avec Candide, le Stendhal, etc. Mais le problème, c'est qu'on a des auteurs marocains, alors des romanciers et romancières, on a également des auteurs de pièces de théâtre. Mais de moins en moins pour le théâtre, Rachid, je me permets. Non, mais ce que je veux dire, mais on a des classiques, je veux dire, qu'on peut réhabiliter, à qui on peut donner une seconde chance et les rééditer, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que quand le ministère de l'Éducation si jamais le ministère de l'Éducation venait intégrer un livre marocain, déjà il crée pour l'auteur, s'il est encore vivant, des milliers de commandes chaque année. Parce que tous les enfants seront obligés d'aller acheter le livre, les écoles devront commander des livres, et déjà ça permet d'injecter de l'argent dans cet écosystème littéraire qui est moribond malheureusement. L'argument qu'on va... Et même des gens auteurs de pièces de théâtre qui pourraient vivre là pour le coup du théâtre si jamais leurs livres sont achetés à coût de dizaines de milliers d'exemplaires chaque année. Chaque année. Le souci de ça, c'est qu'on te répondra toujours que les gens ne veulent plus lire et que ça intéresse de moins en moins les gens. Non, mais là, c'est l'école. On ne demande pas s'ils veulent ou pas. Ils sont obligés de le lire. Et voilà, donc ils sont obligés de l'acheter. Mais je pense que ça fait partie des discussions. C'est qu'au moment de budgétiser, ils se disent, bon, de toute façon, qui c'est qui va lire ces bouquins et qui c'est qui va les faire étudier ? Et il y a ce problème aussi. Il faut former les profs. Il y a des centres de formation. On peut intégrer en amont, peut-être, pour dans 4-5 ans, avoir des profs capables d'enseigner tel ou tel roman, telle ou telle œuvre théâtrale. À côté de Shakespeare peut-être et de Molière. Le but n'est pas d'avoir une œuvre maroco-marocaine intégralement, mais également d'ouvrir à l'universel, d'avoir une pièce marocaine à côté d'une pièce grecque, peut-être Sophocle, et d'une pièce de Molière, etc. Mais bon, je vais être taquin, on ne peut pas tout faire. Il faut des budgets pour le foot. Ah oui, effectivement. Plus important. Ça, c'est le tacle. No comment. C'est carton jaune, cher ami, carton jaune. Le prochain, c'est le rouge. Donc non mais en fait le théâtre fait partie de nos vies, il est même la politique est un théâtre. Ah oui, mais le quotidien est un théâtre. Exactement, au quotidien on vit un rôle en fonction de si on est avec son épouse au travail ou avec des amis, on joue tous une pièce. Les hypocrites sont potentiellement de grands acteurs de théâtre dans le quotidien. Si je peux me permettre, on dit qu'ils ont 7 visages. Alors ça envoie au masque, au jeu. Justement, d'après Confucius, l'homme en a 4. Mais ça c'est une discussion pour un autre jour très intéressant. L'homme a 4 visages, ce qu'il est, ce qu'il croit être, ce qu'il montre aux autres et ce que les autres perçoivent de lui. C'est Confucius. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que il y a aussi cette dimension à Asdin, c'est que, si je peux me permettre, j'ai envie de dire aux gens qu'il faudrait qu'ils n'abandonnent pas le théâtre, parce que le Covid, en fait, a été un danger énorme pour la communion. Il y a une chose que... Pas le Covid, les mesures politiques prises contre le Covid. Le Covid en lui-même, non, le pauvre, on lui attribue des trucs. Non, mais moi non, j'aime bien rappeler parce que... Voilà. C'est juste pour aller vite, mais on est totalement d'accord, Rachid, évidemment. Oui. Mais c'est pour dire que toute la gestion de cette crise est un danger pour le principe de communion. Oui. Et ce qu'on sait, d'ailleurs nous, en tant que musulmans, on connaît l'importance de la communion, la beauté, la grâce de prier ensemble, d'invoquer ensemble, de se retrouver et la force du groupe, de la communauté. Ce principe, comme il est d'ailleurs ancestral, on le retrouve au théâtre, et parce qu'il dérive de la tradition aussi. Et en vérité, aller au théâtre parce que ce n'est pas comme le cinéma. On ne peut pas manger du popcorn en regardant une pièce de théâtre. En tout cas, clairement pas le théâtre que je fais. Parce qu'il faut être là avec ses sens, il faut sentir, il faut écouter. On regarde les réactions des autres. Et comme d'ailleurs j'intègre beaucoup d'impro, tu as pu le voir aussi à Asdin, je descends dans le public, j'adore prendre à partie les gens. C'est pour leur rappeler qu'ils ne sont pas étrangers au récit.
Ouais. Ils ne sont pas étrangers au moment présent. Or, au cinéma, et d'ailleurs, c'est une double illusion, cette question de la 3D, d'essayer de faire croire. Dois-je rappeler d'ailleurs que la 3D, c'est un trompe-l'œil. Exactement. On veut faire croire aux gens qu'ils font partie, mais ils ne feront jamais partie de l'histoire. Ils seront jamais à Pandora dans Avatar. Ouais. Par contre, Asdin, tu me le disais l'autre jour, Tout à fait. il suffit que tu leur dises un jour un prince d'Arabie avec 10 enfants et son préféré s'appelait Qais et il se lève sous une douche de lumière, tout de visualise suite, tout. On chacun active toute va le cette, visualiser avec son goût. Et oui, parce que l'humain est un animal qui apprend par la vision. C'est pour ça que quand on vous vend des DVD en disant que c'est un DVD pédagogique qui va apprendre à votre enfant des choses merveilleuses, c'est totalement faux, parce que c'est pas le DVD en lui-même qui est mauvais, c'est le fait d'apprendre avec un écran qui est mauvais. On a besoin Exactement. d'interaction Exactement. humaine. Ouais, tout Qui- à fait. Et c'est d'ailleurs, ça, la force. tu as parfaitement raison, Azedine, parce que l'un des moteurs de l'évolution de l'homme, du point de vue culturel et civilisationnel, c'est le mimétisme. C'est-à-dire, parce que ça a été démontré scientifiquement à travers les neurones miroirs. Oui. Quand je te vois faire de la poterie, Mhm. même si je ne la fais pas, Oui. en fait, les régions dans mon cerveau qui s'activent sont les mêmes que celles qui devraient s'activer si je faisais de la poterie. Donc, en fait, je la fais par procuration. Oui, Donc, en te exactement. regardant le faire, mon cerveau considère qu'il l'a fait également. Et donc, j'apprends en regardant. Et donc, le théâtre, pareil. C'est-à-dire, quand je te vois jouer au théâtre, mon cerveau, il joue avec toi. En fait, il joue à travers toi. Tu viens à tel tu viens point, de résumer, tu viens de résumer le processus chimique, Oui. métabolique de l'enseignement ancestral. Exactement. Et le On théâtre, c'est ça. observe, on écoute et on reproduit Ouais. après un certain temps, une période jugée digne par le maître de suffire Mhm. pour que tu puisses après reproduire. Exactement. Mais c'est la même chose. Et quand je le dis aux élèves, je vais être très honnête. Je ne suis même pas sûr que je ferai ça jusqu'à la fin de ma vie. Je préfère être honnête, c'est-à-dire Il faut former des disciples. quand je vois l'évolution dans pas seulement la présence en termes de public au rendez-vous, mais aussi la patience des gens qui vont vouloir venir prendre des cours de théâtre, l'investissement, etc. Peut-être, je vais pousser le bouchon plus loin, peut-être que je me trompe complètement. Je crois pas. Mais Non, faut je persévérer. Je dis bien peut-être parce qu'au bout d'un moment, il y a justement dans cette approche démiurgique, il y a un danger pour le soi. Mais il y a un moment où je peux vous dire que je suis bien en train de voir que l'équilibre entre tous les efforts que je dois mener et la satisfaction que ça m'apporte, il est en train, très honnêtement. Non, mais peut-être une retraite spirituelle pour revenir meilleur. J'adore. Voilà, Alors, au haut de la montagne ou un truc. Hassan, Non, mais partez pas. Hassan, non, non, non. on ne veut pas te Non, perdre. non, non, on peut pas te perdre. D'ailleurs, à ce propos, Ça me touche, mais je suis honnête. D'ailleurs, à Je ce suis propos, honnête. les abonnés à Onde de Choc TV, qui voudraient assister à tes futurs spectacles, comment devraient-ils faire pour s'informer? C'est-à-dire, est-ce une plateforme, vos réseaux sociaux? Il y en a plusieurs. Il y a hassanjay.com, je publie toujours mes dates de Voilà, tournée. donc Il y a Facebook. www.hassaneljaï.com, Oui, oui. AGI.com, voilà. Et puis tout attaché. Et puis il y a mon On le mettra compte, en description. Oui, oui. c'est gentil. Il y a mon compte Facebook et ma chaîne YouTube sur lesquels, d'ailleurs, la bande-annonce de notre prochaine tournée de Majnoun en janvier C'est sera janvier. publiée bientôt. D'accord, génial. Alors, Eh ben, il y merci avait un beaucoup. non message C'est que notre ami, je crois, voulait... petit dernier mot pour Hassan. Pour la fin. Simplement, évidemment, je disais peut-être que je me trompe et peut-être les années à venir vont en fait confirmer, c'est que le combat au milieu de la société coûte toujours au cheminant, à celui qui est en quête. Et j'ai envie de dire aux gens d'aller au théâtre et surtout de choisir ce qu'ils vont voir au théâtre qualitativement et spirituellement pour leur élévation personnelle. Pourquoi ? Pour que des personnes qui soient en quête, à la fois ceux qui produisent et ceux qui écoutent, qu'il en reste. Parce que je veux juste rappeler aux gens que face au poids du capital et du fétichisme de la marchandise, et en fait du vide et de l'illusion totale, je sais qu'on n'est plus très nombreux à l'époque actuelle. Je veux dire, si vous regardez en France, moi j'ai des amis qui ont fait le cours Florent avec moi. Vous sortez de la comédie française, vous sortez des grandes compagnies qui sont, parce que bon, évidemment, eux, ils ont un système beaucoup plus structuré et alimenté. Le nombre, les centaines de troupes de théâtre
qui n'existe plus depuis 1 an et demi, c'est effarant. Donc, déjà qu'au Maroc, on a peu de théâtre, et on en avait peu, j'ai envie de dire aux gens, battez-vous pour donner autre chose à voir à vos enfants dans 5 ans, dans 10 ans au théâtre, qu'une version énième de Cendrillon ou d'un Marvel Cinematic Universe Iron Man sur scène. Et d'ailleurs, avec plein d'idéologies, implicitement, plein qui sont des idéologies manipulations, qui sont néfastes pour notre identité et qui même sont des anti-islam et des anti-vérité universelle. Anti-humain, littéralement. Si tu veux aussi. Et donc, anti-fétala. J'ai envie de dire, état primordial de l'être. Et donc, battez-vous pour qu'il y ait une alternative saine pour vous et les enfants que vous laissez. Oui. Voilà. D'ailleurs, Asdin, donc pour le mois de janvier, ODC TV va louer des cars et on va aller avec tous les abonnés de Choc TV aider le théâtre à survivre à la déferlante moderne. Rachid, chiche. Et même, si vous arrivez à organiser ça, je prends le pari de faire une représentation exclusivement pour les abonnés d'ODC TV. Ah bah c'est génial, le message est lancé. Je suis un homme de parole. Ah, j'en doute pas. On parle de 350-400 places. Alors les gens intéressés, vous pouvez nous écrire, alors soit en commentaire, soit vous envoyez des messages au niveau des réseaux, Asdin Hamda, Rachid Achachi, et on verra le nombre, est-ce qu'effectivement on peut atteindre 300-400 personnes, et on va organiser avec notre généreux ami. Et gracieusement, et mon qalbi. Vraiment. Merci infiniment. Merci à vous. Merci en tout cas, c'est un sujet très intéressant. Ça change un petit peu des sujets qu'on traite habituellement. Exactement. Ça fait plaisir. C'est beau, magnifique. Merci beaucoup Rachid pour vos éclaircissements et merci infiniment Hassan pour ta présence. Merci à vous. Merci pour votre invitation. Tu es loin. Tu es là, tu occupes mes souhaits, les exaltes, et moi, j'oublie quand je renais. Ton amour, c'est l'oubli de l'eau, de sa fraîcheur. Ton amour, c'est errer partout, toujours en pleurs. Ton amour, c'est l'oubli de la prière à suivre pour glorifier Allah et porter le Saint-Livre.